Hello et bienvenue dans le bilan lecture du meilleur mois de lecture de toute ma vie. Oui, sans exagérer, je pense que j'ai eu un mois tellement bon que je pense que j'en ai jamais eu d'autres à ce point-là, tellement c'était fantastique. Je suis passée de lecture géniale en lecture extraordinaire. Franchement, c'était fou. Je veux vivre des mois de lecture comme ça tous les mois. C'était génial, vous allez voir qu'au programme là, déjà il y a énormément de livres, donc là prenez-vous un thé, un café, quelque chose, grignotez, n'importe quoi, mais il y en a pour un moment. Et en plus j'ai eu des lectures mais vraiment incroyables, donc on est là pour un petit moment. Sur ce, je commence avec les graphiques qui m'ont accompagné, ça va aller très vite comme d'habitude, et ensuite on entame mon top du mois qui a été extrêmement difficile à constituer puisqu'il y avait des trop bonnes choses. C'est parti. Je commencerai rapidement avec le tome 10 des Carnets de la Boutiquière. J'adore cette saga, je vous en montre un par mois à peu près, donc vous savez mon avis, c'était toujours aussi bien. Et l'autre graphique qui m'a accompagné ce mois-ci, c'est Lulu et Nelson, le tome 1 de donc Cap sur l'Afrique, qui a été écrit par Gérard Aumont-Néré dans l'édition Soleil. Je l'ai trouvé trop court. J'ai beaucoup aimé, j'adore les planches, je les trouve absolument magnifiques, mais je les trouvais trop courts, j'en voulais beaucoup plus. Du coup j'ai eu une sensation un peu d'inachevé. Alors on verra avec les deux autres tomes, parce que c'est une saga qui est en 3 tomes, mais je pense qu'on n'aura pas fait le tour de la question avec 3 tomes, sachant que ça part de sujets très compliqués, le traitement des animaux ainsi que le racisme, et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus. Après c'est jeunesse, peut-être pour ça. Donc ce n'est pas moins de 18 romans que j'ai plus ou moins lus. D'habitude j'en lis peut-être 12, 13, 14. Et là je sais pas, j'ai eu une frénésie de lecture ce mois-ci, ce qui fait que j'en arrive à 18. Même si vous allez voir que le premier que je vous présente c'est une DNF. Et assez surprenante quand même. Donc en 18e position j'ai placé Christian City de Sarah J. Maas que j'ai DNF. Je lis DNF à la page 232 sur 1050 parce que je m'ennuyais, parce que je ne voyais pas l'intérêt, parce qu'il ne se passait rien. Officiellement, il est en pause. Mais officieusement, il est abandonné. Voilà, donc on ne sait pas. Je ne sais pas si je le reprendrai, si l'envie me prend, peut-être que je le finirai un jour. Mais je vous avoue que je n'ai pas du tout été convaincue par ces 20 premiers pourcents, parce que ça représente à peu près entre 20 et 25%. Je ne suis pas convaincue, je ne m'attache pas au personnage, je ne vois pas où on veut nous mener, je l'abandonne, je le laisse là. En 17e position, j'ai placé Happy Place de Emily Henry, qui ne m'a que moyennement convaincue, dans le sens où il se lit. Voilà, ça se lit tout seul, c'est très fluide, c'est une romance. La deuxième partie est un peu plus agréable, mais j'ai bloqué, et j'ai bloqué longtemps, sur le fait que il y a le trope miscommunication. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est pas possible. En fait, tout le livre repose sur le fait qu'il ne communique pas. Il y aurait eu cette communication, il n'y aurait pas eu de livre. Et rien que ça m'énerve. Donc dès le départ, j'avais pas envie de le lire, le livre. Et très vite, j'ai compris que juste il fallait qu'ils se parlent. Et s'ils se parlent pas, ben forcément il y a un livre. Sinon il n'y a pas de livre. Non. Voilà, non. Et voilà. Donc déjà, c'est le premier reproche que je fais. À la limite, si on met ça de côté, on oublie que il aurait suffi de parler et tout va bien. Si on oublie ce côté-là, ça se lit, c'est ce que je vous dis, c'est très fluide, voilà. Mais ensuite, il y a une scène qui m'a dérangée où le mec, il s'approche d'elle, il la force à faire des trucs qu'elle veut pas faire. Même si c'est anodin par rapport à d'autres trucs, ça reste du consentement et ça me chafouine en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc déjà, dès la base, j'étais mal partie. Il y avait déjà 2 choses qui me gênaient. Et je me suis dit, vu que c'est un livre que j'ai à lire dans le cadre des 12 livres par 12 pour que sa copine, je veux aller au bout. Donc je suis allée au bout, et sans trop de mal en vrai. Mais il y a des choses qui me chagrinent, il y a des choses que je ne veux pas voir dans les livres, d'où ces 2 trucs-là qui, moi, ne m'intéressent pas, et qui surtout me font sortir de mes gonds. Si c'est ça, montrer à quoi ressemble l'amour, en plus, en fait le problème c'est toujours pareil, c'est que si c'était dénoncé, j'aurais pas de problème avec. Mais là, c'est pas vraiment dénoncé. On vous dit, oui, elle se sent pas à l'aise au fait qu'elle fasse ça. Oui, mais dites-le du coup. Enfin, faites-la réagir. Dites-lui que, non. Voilà, c'est pas dénoncé. Et puis, la communication, elle arrive tard. Et puis, quand on tombe, on a l'explication de pourquoi, et c'est pourri. Tu te barres du jour au lendemain comme ça, pour cette raison-là. Il suffisait de le dire. Il y a 6 mois, ils auraient gagné du temps tous les deux et ça aurait évité de refaire une erreur. Enfin bon, voilà, ça ne m'a que moyennement convaincue, ça se lit, mais il y a des choses qui me dérangent.
c'est la conclusion de ce passage-là. En 16e position, j'ai mis Sous un ciel de sucre, donc le tome 3 des Enfants indociles de Shannon Maguire. Et moi qui adorais les 2 premiers tomes, là, j'ai trouvé ça très long. Vraiment, il a été poussif ce livre, je n'arrivais pas au bout. Et surtout, je me suis pas accrochée au personnage. D'habitude, je m'accroche et tout, il y a un côté très glauque, très intéressant. Et là, c'était tout mièvre, tout... Enfin, à moitié, enfin, je sais pas, franchement, j'ai pas accroché. Puis j'ai fini par lire la fin en diagonale parce que ça me plaisait pas. Donc je sais pas quoi faire du coup. Est-ce que je continue sachant que le reste n'est pas traduit en français et ce n'est qu'en anglais? Est-ce que je continue quand même en anglais en me disant ça ressemblera plus aux 2 premiers tomes? Ou est-ce que je m'arrête là parce que y a la barrière de l'anglais et où je sais que je vais mettre beaucoup plus de temps à les lire et à les sortir surtout. C'est un gros dilemme sur ce livre là, mais c'est vrai que le 3e tome ne m'a pas du tout convaincue. En 15e position, j'ai placé le tome 2 de Vampiria America de Victor Dixon, donc c'est le 5e tome dans l'univers de Vampiria America et il va y avoir le 6e et donc dernier tome qui va sortir je crois courant du mois de mai. Je sais pas pourquoi j'ai le 22 mai dans ma tête. J'avais été que moyennement convaincue du premier tome de Vampiria America. Je n'ai pas retrouvé, je sais pas, ce côté vraiment qui me plaisait dans Vampiria tout court. J'avais vraiment beaucoup aimé la première trilogie, le premier tome de Vampiria America m'avait pas trop convaincu et je n'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage. Je l'ai trouvé un peu, pas sans intérêt, mais presque en fait. Et du coup, ce 2e tome, mais pareil que le premier, je suis pas convaincue. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs sympas. J'ai bien aimé suivre la fronde, mais... je sais pas, il y a eu cette distance où j'étais pas à fond. Ça m'a pas plu autant que je le pensais. Bref, en fait, j'étais obligée dans tous les cas de lire ce second tome pour pouvoir avoir la conclusion des 2 trilogies. Ce que je vais avoir, parce que je lirai forcément le dernier tome. Mais j'ai vraiment moins apprécié Vampiria America par rapport à Vampiria. Donc si vous n'avez pas aimé Vampiria, peut-être que Vampiria America vous plaira plus. On continue avec la 14e position et c'est Un baiser maudit de Erin Sterling qui est le 2e tome de XX. Sa série de cozy romance, on va dire de cozy fantasy slash romance. Dans le premier tome, on suivait un couple de personnages qui devaient remettre la magie sur pied. Concrètement. Dans le second tome, on suit donc la cousine et le frère des protagonistes que l'on a suivis dans le premier tome. Et c'est toujours aussi cosy, c'est toujours aussi mignon, ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci pour le coup, j'ai été vraiment très très embarquée. Ça se lit tout seul, c'est très réconfortant comme moment. C'est rigolo en plus, donc ça a tout pour plaire. J'ai passé un très chouette moment. Je lirai le 3e tome avec grand plaisir. On arrive en 13e position et j'ai mis là Forêt-Sac de Pauline Aupier, publié chez Gallimard Jeunesse. Et c'était un très chouette moment pour le coup. Donc dans ce livre-là, on va suivre les Azuriens qui sont le peuple de l'eau et qui sont coincés dans le Forêt-Sac depuis des lustres. Comme dit le résumé, parce qu'en fait c'est pas marqué depuis combien de temps exactement ils sont coincés, mais ça fait très longtemps, sauf qu'au fur et à mesure il y en a plein qui sont morts, puisqu'ils sont assiégés par les pires. Et concrètement, donc on va suivre en fait une protagoniste qui a 14 ans et qui est apprentie soigneuse, et elle va d'un seul coup décider de sortir de ce fort pour essayer de sauver son peuple. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc on est dans des inspirations de fantasy médiévale, c'est clairement pour les adolescents, ça se lit tout seul, c'est très très court, ça le fait moins de 300 pages. J'ai beaucoup aimé suivre les personnages qu'il y a dans ce livre. Il y a des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas, enfin je m'attendais pas à ce que ça prenne cette direction là. J'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un diptyque, donc normalement on va avoir le 2e tome je crois en début d'année prochaine. C'était très chouette, donc pour vos ados ou pour vous-même, vous ne pouvez que foncer, c'était très cool. En 12e position, j'ai mis le tome 2 de Fable de Adrian Young, publié chez Rajo. Et bien que j'ai vraiment adoré le premier tome, le 2e tome est un petit peu en dessous, dans le sens où dès le départ, il n'y a plus toute la clique qui faisait un peu le charme du premier tome. Et ils mettent du temps quand même à revenir. Et j'ai eu la sensation qu'on tournait un peu en rond. Il y avait moins ce côté très profond qu'on pouvait avoir dans le premier tome. Dans le second tome, c'est un peu une guéguerre de pouvoir en permanence. Et c'est des clans qui s'affrontent. Et j'avoue que ça m'a un petit peu lassée, je pense, au fur et à mesure. C'était dommage parce que j'aime vraiment l'univers et ce qu'ils ont fait, mais j'ai eu l'impression que ça tournait en rond et qu'à un moment donné on n'avançait plus vraiment. Il y a donc une multitude de petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, même si globalement j'ai passé un bon moment. Ce n'est pas du tout à la hauteur du premier tome. En 11e position, j'ai mis l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc je sais pas l'édition que j'ai reçue en service presse. Dans celui-ci, on va suivre Emily qui veut faire des recherches sur les fées. Dans cet univers, les fées sont cruelles et elle veut
étudier toutes sortes de fées, donc on va la suivre dans son périple, sauf qu'elle va être rejointe au bout d'un moment par son rival académique, Bumblebee, qui lui est tout l'inverse d'elle, où elle est très méthodique, très froide, très distante. Lui il est solaire, il prend de la place, il est rigolo, il sait se faire aimer, il est sociable. Donc on a vraiment un affrontement de caractère, on va dire, dans ce livre. J'ai vraiment aimé ma lecture. Par contre, la première partie, elle est extrêmement descriptive et pour le coup très froide. Ça fait un peu comme une recherche scientifique, voilà, purement. Donc les premières pages, la première partie, elle est quand même un peu indigeste, je trouve, qu'elle met du temps à se mettre en place. Par contre, les révélations de la seconde partie et les rebondissements où on suit, en fait, c'est complètement différent. On a vraiment des dialogues, on a vraiment des descriptions de caractère de personnage, pas vraiment de ce qu'on voit. C'est moins froid, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'avoue que du coup, ça m'a donné envie de lire le second tome. Donc je lirai le second tome avec grand plaisir. Et pour le coup, le lore des fées, je trouve que c'est vraiment trop agréable de retourner en fait à ces racines de fées qui sont cruelles, qui sont méchantes. Alors que ces derniers temps on avait souvent des fées très gentilles, donc je trouve ça vraiment très cool. Donc en 10e position j'ai placé Sur les traces du cerf d'argent de Ellie Edwards. Donc c'est le premier tome du Bureau des enquêtes surnaturelles qui est publié chez Bookmark et c'est également un service presse que j'ai eu en numérique. Donc dans cette histoire on va suivre Rue qui pensait avoir échappé au bureau, au Black Hat comme ils appellent ça, et finalement c'est pas du tout le cas puisque elle va être rattrapée par son ancien partenaire qui va lui demander de participer à son enquête. Sauf qu'à l'époque où elle était dans ce bureau, elle était une sorcière de magie noire et avec le temps elle est une grande décision, elle a décidé de devenir une sorcière de magie blanche et elle est obligée de cacher ça puisqu'en fait ils attendent d'elle la puissance qu'elle pouvait avoir il y a 10 ans, sauf que ce n'est plus le cas en étant devenue sorcière de magie blanche, mais elle ne veut plus retourner dans ses travers, elle veut garder ses valeurs pour une certaine personne, je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas c'est vraiment une enquête, c'est pas vraiment comme comédie, comme dans Abby White, c'est vraiment une enquête type polar, avec ce côté fantastique, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai eu par contre beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, mais une fois que c'était fait, j'avais très envie de savoir qui se cachait derrière toutes les machinations qu'on pouvait avoir. Ce qui m'a un plus gêné, c'est que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal. Vraiment, j'ai du coup gardé une énorme distance avec le récit, mais l'enquête en lui-même je l'ai trouvé vraiment cool et les rebondissements aussi. En 9e position j'ai mis La complainte de Sally de Marie Mancusi, donc c'est le Twisty Tale sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, où la phrase raccroche c'est « Et si Sally avait découvert Christmas Town ?» Forcément on va donc suivre Sally qui va découvrir la porte de Christmas Town, qui va s'y rendre et sous ses aspects très lisses elle va découvrir quelque chose de complètement différent qui est complètement caché. J'ai adoré ce Twisty Tale, surtout la première partie, parce qu'on découvre une Sally qui est enchantée d'Arien, c'est un plaisir à la suivre. C'est vraiment, elle te donne des paillettes dans les yeux tellement elle est contente de découvrir tout et n'importe quoi. Et il y a vraiment une question qui est posée autour de la liberté, à quel point on peut contraindre les gens, ce contrôle qui est fait, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais, parce que là c'est à la base pour une cause noble, sauf que ça pose énormément de questions. Et dans la seconde partie on a Jack qui arrive et j'ai trouvé qu'à partir de ce moment là l'histoire était un peu plus convenue. J'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'ils avaient construit quelque chose de très intéressant qui permettait une double lecture, et avec l'arrivée de Jack je trouve que tout se casse la figure et on tombe un peu plus dans le côté magique du Disney, alors que je trouve qu'on avait apporté quelque chose, vraiment un vent frais et un truc neuf à ce livre. Donc je suis sortie de là hyper contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, mais je pense que je l'aurais aimé d'autant plus si on était resté dans la lignée de la première partie. Je vous laisserai le découvrir, mais c'était vraiment très cool. Je pense en vrai que c'est l'un de mes meilleurs Twisty Tales que j'ai lu, surtout pour cette première partie. On passe en 8e position avec Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse, qu'on a vu passer partout ces derniers temps, et je vous avoue qu'il m'a un peu déçue. Oui. En fait, je m'en attendais tellement de ce livre-là, avec tous les avis dithyrambiques que j'avais vus, que je m'attendais à un truc grandiose. Donc il ne se retrouve qu'en 8e position parmi toutes mes lectures. Donc j'ai quand même passé un super chouette moment. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Mais je suis quand même déçue. Je m'attendais à plus. Comme quoi les attentes, ça fait pas bon ménage hein, souvent. Dans ce livre-là, on va donc suivre Rune qui doit dissimuler sa vraie identité puisque c'est une sorcière. Et dans ce monde-là, les sorcières sont traquées et surtout tuées. Et la nuit, elle prend une double identité pour essayer de sauver le maximum de sorcières qu'elle peut.
Et un jour, elle va devoir aller chercher des informations auprès de Gideon, qui est un chasseur de sorcières, donc un tueur de sorcières concrètement. Il y a un jeu de chat et de la souris qui va s'instaurer entre eux. En fait, ce qui m'a dérangée, c'est que je trouve que Rune est très intéressante de par son histoire et de par son caractère. J'ai vraiment aimé le personnage en lui-même, mais avec Gideon, je trouvais que elle a quand même perdu de son charme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils s'apportent l'un l'autre. Clairement, parce que je trouve que Gideon, c'est une des meilleures découvertes masculines dans le sens où il a vraiment un côté sensible avec... on comprend vraiment pourquoi il fait ça. Il y a vraiment une explication de pourquoi il fait ça, de comment il en est arrivé là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais pour Rune, je trouve que quand elle arrive au contact de Gideon, il y a un truc qui se fissure avec elle. Et je la trouvais plus intéressante avant qu'après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou même sans. Et j'avais vu arriver à 10 000 le plot twist, clairement. Mais ça en vrai, ça m'a pas dérangé parce qu'on nous avait instillé tout plein d'indices pour qu'on sache qui c'était. Donc ça me dérange pas. Mais globalement, je sais pas, j'ai pas eu le waouh que j'espérais ou le waouh que j'attendais vu les avis. Donc il est chouette, mais il est pas, je trouve, plus intéressant que d'autres de young adultes. Je trouve pas qu'il ait un truc en plus, il est même assez classique dans les faits. Il n'apporte pas un vent frais, je pense. Ça n'en reste pas moins une très bonne lecture et je lirai la suite avec grand plaisir, sachant que c'est qu'une duologie et ils disent qu'il va apparaître en 2025, donc j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. J'ai aussi terminé une saga avec le 3e tome du cycle des secrets de Manon Fargeton, donc le Palais des Géants, qui m'a été gentiment envoyé par Gallimard Jeunesse. J'avais très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire et c'est pareil, il m'a manqué un petit quelque chose. Je sais pas, je suis sortie de là en me disant ouais, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça fait plusieurs semaines maintenant que je l'ai terminé et j'arrive pas à mettre le doigt sur ce petit truc qui m'a manqué, je comprends pas. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi dans cette histoire, on va suivre plusieurs points de vue mais surtout deux majoritairement. On va suivre une sorcière dont la magie repose concrètement sur les secrets, plus elle est sacrée, plus elle est puissante. Et on va suivre Laura, qui est une jeune fille qui vit dans le clan des marins. Et leurs destins vont s'entremêler de multiples façons. On est dans une société qui est extrêmement hiérarchisée, où t'as les esclaves, les nobles, les middle, enfin en gros t'as plein de catégories différentes, t'as l'élite, et donc il y a tout ce problème autour des castes, il y a un sénat, mais il y a plein de problèmes autour. Enfin, j'ai adoré les 2 premiers tomes, vraiment j'ai trouvé vraiment trop cool. Et cette conclusion, elle m'a laissé sur ma faim. Et j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me manquait pour me dire que c'était vraiment incroyable. Parce qu'en vrai, la plume de l'autrice est géniale. Les idées qu'elle a eues sont géniales. J'ai adoré la tournure que ça a pris, même si j'ai trouvé ça un peu brusque. Pour ceux qui l'ont lu, ce 3e tome, il y a un changement énorme et j'ai trouvé ça un peu brusque. J'ai pas eu la sensation que ça s'était installé. C'était vraiment... ouais, c'était un peu un switch quoi. On a l'impression que t'as pas pouvoir passer d'une situation à l'autre sans qu'il y ait la transition entre les deux. Mais concrètement, je ne peux que vous conseiller de lire cette saga parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Il y a beaucoup d'idées que j'ai adorées. Et la plume de Manon Fargeton est géniale. Voilà, je ne peux que vous inviter à la découvrir. Et je trouve que pour une série young adulte, il y a quand même pas mal de sujets qui sont abordés. Et je trouve que il y a vraiment un effort au niveau de la plume et de l'intensité qu'il y a dans les personnages. Je vous invite à le découvrir. À partir de là, donc les 6 prochains livres, c'est soit des coups de cœur, soit des presque coups de cœur. On est vraiment sur un truc... c'était sensationnel ce mois-ci. Je n'en reviens pas d'à quel point c'était bien. En 6e position, j'ai posé Songlight de Moira Buffini, donc publié chez la Martinière Fiction, que j'avais acheté à Montreuil et j'ai fait un bon choix à Montreuil, c'était incroyable. C'est un livre que je vois trop peu passer sur les réseaux et j'aimerais tellement qu'on le voit plus parce qu'il y a énormément d'idées hyper intéressantes à l'intérieur. Donc dans cette histoire, on va suivre Elsa qui fait partie d'un village et elle va bientôt avoir l'obligation de se marier. Mais ce n'est pas elle qui va choisir si elle peut se marier ou pas, c'est la société, clairement. Et elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est capable du chant. Donc le chant, c'est la capacité de communier avec d'autres personnes qui ont le chant, mais surtout de rentrer dans le cerveau des autres pour y implanter des idées ou pour savoir juste à quoi ils pensent, avoir leurs souvenirs, etc. Et ils sont traqués et surtout tués ou même réduits en esclavage, car ce serait eux qui seraient à l'origine de la tombée du système. On dit qu'ils ont tout manipulé et que c'est eux en fait la raison pour laquelle on ne peut pas leur faire confiance parce que ils détournent et manipulent les esprits des autres. Donc on se retrouve dans une société où les femmes n'ont pas leur mot à dire sur leur devenir.
En gros, soit elles deviennent épouses, soit elles deviennent prostituées. Clairement. Ensuite, on suit des hommes qui n'ont pas d'autre choix que de faire l'armée. Et on suit une élite qui se gave, pense en fait sauver tout le monde et en fait ils détruisent en fait la population. Et on suit donc plusieurs points de vue dans ce livre, 2 personnes qui ont le champ, 2 personnes qui n'en ont pas. Et j'ai vraiment adoré parce que ça pose énormément de questions. C'est vraiment un traitement de la femme qui peut être dur. Et je pense que j'aurais aimé qu'il soit encore plus poussé, tu vois. Mais là ce problème, c'est que c'est de young adulte. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas les pousser à l'extrême, mais j'aurais tellement aimé que ce livre-là soit de l'adulte et que ce soit poussé à l'extrême, parce que je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à dire, parce que là, du coup, il y a des choses qui sont restées dans la surface parce que c'est du young adulte. Il n'y a pas de description explicite, il n'y a pas de choses vraiment crues, même s'il y a certaines choses qui m'ont dit « Ah ouais, quand même !» J'ai adoré suivre nos personnages, j'ai adoré le système de magie, parce que du coup, ce système de magie-là, il n'y a pas... Enfin, c'est pas vraiment de la magie d'ailleurs, il n'y a aucune représentation physique. Tout se passe par l'esprit, et donc quand tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'ils sont en train actuellement d'utiliser leur chant. J'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement original. Et la plume est incroyable. Je vous ai pas parlé de la plume. La plume est incroyable. Il y a un côté poésie qui est génial, mais il y a un côté aussi percutant que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez la dystopie avec la dystopie magique même, franchement foncez. Si vous aimez les histoires autour du patriarcat, autour de la place de la femme, allez-y. Si vous voulez des gens qui se rebellent contre leurs conditions de vie, allez-y. C'était génial. Allez lire ce livre. On continue avec une autre fin de duologie avec Les Oiselles Sauvages de Kate J. Armstrong, publié chez De Saxus. J'avais vu beaucoup d'avis mitigés sur le premier tome, et moi finalement j'avais eu limite un coup de cœur sur le premier tome, et j'ai eu limite un coup de cœur sur le second tome. Pour le coup, si vous cherchez un récit qui parle de sororité, de rassemblement, en gros, on va suivre dans le premier tome 3 jeunes femmes qui sont des oiselles de nuit, qui ont chacune leur passé, et un jour elles vont être attaquées. Elles vont devoir partir, et surtout leur vie va basculer, alors que jusqu'à présent elles avaient été protégées par les plus riches. En gros, les oiselles de nuit, elles peuvent donner leur magie en donnant un baiser à quelqu'un, donc c'est temporaire, et c'est comme ça qu'en gros elles vivent. On les paye pour ça, donc forcément elles sont protégées par les plus riches. Sauf qu'au moment où elles sont attaquées, c'est fini quoi, il n'y a plus de protection. Donc elles sont obligées de se rassembler, et elles vont découvrir des choses qu'elles ne soupçonnaient même pas. Et le deuxième tome est clairement, même je dirais même au-dessus du premier tome. Il y a tellement de choses qui sont traitées à l'intérieur, il y a tellement de points de vue, et il y a tellement d'enjeux. Vraiment, c'est le livre de la sororité. Il y a vraiment une entraide dans ce livre entre les femmes que j'ai trouvé extrêmement belle et extrêmement dure. Je trouve que le premier tome était plus... Je trouve un peu plus jeunesse, la première partie, mais celui-ci est vraiment young adulte et il est incroyable. Je suis trop dégoûtée que ça n'ait pas plu à plus de personnes, parce qu'il y a tellement de beaux messages à l'intérieur dans ce second tome. J'ai trouvé que ça montait en puissance et que c'était vraiment hyper chouette. Donc si vous n'avez pas testé cette duologie, allez-y, parce que vraiment elle mérite plus de hype. Et peut-être que, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Après, au moment où moi je l'avais lu, j'avais vu énormément d'avis positifs. J'espère qu'il en sera de même avec ce tome là, que je n'ai pas vu passer nulle part pour le moment, alors qu'il est sorti en décembre. Il est incroyable. Essayez cette duologie, s'il vous plaît, faites-lui honneur. On continue avec un presque coup de cœur et Outre Noir de Mark J. Gregson, La Fosse aux serpents, publié chez Lumen, que j'ai reçu en service presse de leur part tellement j'avais aimé le premier tome. Il était incroyable, vraiment, tu ne t'ennuies jamais. Mais vraiment jamais. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans Outre Noir, dans le tome 1, on va suivre Conrad qui fait partie des plus pauvres, alors qu'auparavant il faisait partie de la catégorie des plus riches. Il est tombé là-dedans quand son oncle a tué son père et a gardé sa sœur avec lui, et donc il doit passer à un deal avec son oncle pour récupérer sa sœur. Il doit faire partie de la guilde de la chasse, la guilde la plus dangereuse de ce monde-là, et il va tout faire pour y arriver. Donc là, le premier tome, on suit son parcours initiatique. Ici, on suit plus ses aventures. Si vous cherchez un roman d'aventure, allez-y, tu ne t'ennuies jamais. Il y a des retournements de situation dans tous les sens, et surtout la loyauté des personnages ne fait que changer. Tu ne peux pas te fier à tes personnages parce qu'ils ne font que changer de camp, et ça pose vraiment de questions. Et il y a vraiment, c'est pareil, c'est un système qui est dystopique, donc il y a des castes dans leur monde, et il y a d'autres choses dont je peux pas vous dire parce que c'est dans un tome 2, mais
Franchement, allez le lire. C'est pareil, la fin, elle est horrible. Le 3e tome sort qu'au printemps 2026 en VO. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir jusque-là. Parce que c'était fou. Je ne m'ennuie jamais dans ce livre à chaque fois. C'est incroyable. Là, il fait plus de 700 pages. Je sais plus combien il fait. Ouais, il fait 700 pages. Je ne les ai pas vus passer. J'étais à fond dans mon histoire. Vraiment, il y a plusieurs niveaux d'intrigue. Que ce soit au niveau des personnages, au niveau du monde en lui-même. C'était dingue, j'ai trop hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. D'ailleurs, il devrait être adapté en film ou en série. J'ai hâte de voir l'adaptation, même si souvent je suis déçue des adaptations. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne en réel, autre qu'avec les images que j'ai dans ma tête. Mais c'était fou, voilà, lisez-le, s'il vous plaît, lisez-le, c'est à partir de 14 ans, c'est génial. On passe au top 3, et là c'est pareil, j'ai 3 bangers, vraiment j'ai 2 coups de cœur et un presque coup de cœur. On commence donc avec le presque coup de cœur, avec les Cités de poussière de Neil Pfeffer, qui est un one-shot. On va suivre Delia, qui est bibliothécaire, et un jour elle va être appelée pour vider une maison. Dans celle-ci, elle va trouver un grimoire qui va implanter des souvenirs en elle, et à partir de là, elle va passer de mystère en mystère, va absolument bouleverser sa vie. C'était incroyable. Alors pour le coup, ça n'a pas du tout pris la direction que je pensais, mais j'étais tellement agréablement surprise. Il y a un énorme plot twist qui arrive au milieu du roman et j'ai adoré. C'est un roman qui traite de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire et je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit. Il y a surtout cette rage d'avoir été effacée, cette vengeance qui est présente chez cette femme. On est clairement, enfin je sais, ça n'a pas été estampillé comme tel, mais pour moi il y a le trope female rage. Vraiment là t'es en plein dedans parce que t'as tellement envie d'avoir ta justice que t'es prêt à faire tout et n'importe quoi pour y arriver. Je trouve vraiment le livre vraiment sensationnel. J'avais adoré L'Engrange-Temps, mais je trouve que celui-là est encore plus profond et la plume de l'autrice est encore plus aboutie. Je ne peux que vous inviter à le découvrir, surtout que là vous ne vous en dégagez pas pour une saga. C'est vraiment un one-shot qui vaut clairement le coup, où t'as des personnages qui ont vraiment une profondeur et il y a des enjeux qui sont énormes et il y a toute un pan sur la terre, sur comment on peut la préserver. Enfin, il y a aussi toutes des questions autour de l'immortalité. Ça traite de tellement de sujets, c'est tellement dense, c'est tellement cool. Vraiment, lisez-le, il est incroyable ce bouquin. J'avais mis 4,5 sur 5 sur Instagram quand je l'ai publié. Et en fait, avec le temps, je me dis que c'était quand même un 5 sur 5. Même si c'est pas un coup de cœur, on est passé pas loin. Il y a tellement... C'est brillant. Enfin, moi, je l'ai trouvé incroyable. C'est un young adulte, du coup, plus vraiment vers le haut du young adulte. Allez-y, lisez-le s'il vous plaît. Dites-moi des nouvelles, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je l'ai vraiment dévoré et adoré. Et on passe à mon premier coup de cœur qui est donc en seconde position et c'est What the Rivers Know, donc Les Secrets du Nil de Isabelle Ibáñez qui a été publié chez Rajo. Je l'ai lu en lecture commune avec Feuilles et Lecture et c'était incroyable déjà de partager ça parce que c'est un livre qui rend fou. Donc, on va repartir du commencement, mais concrètement, on va suivre Inès qui, en 1884, va découvrir que ses parents ont mystérieusement disparu en Égypte. Elle va donc se rendre là-bas en voulant savoir ce qu'il s'est réellement passé. Sauf qu'une fois sur place, elle va être accueillie par Whit qui va essayer de l'envoyer directement chez elle en Amérique du Sud. Elle va clairement lui rironner et faire tout pour rester là parce qu'elle veut réellement savoir ce qui s'est passé. C'est un livre où tu ne t'ennuies jamais parce qu'il y a de rebondissements dans tous les sens. L'autrice est hyper douée pour nous tenir par les tripes, pour réussir à ne pas nous faire lâcher le bouquin. Elle nous installe des indices au fur et à mesure pour qu'on puisse nous-mêmes essayer de mener l'enquête. Elle nous tient par les tripes, clairement, elle nous tient. Elle sait jouer avec le suspense, elle sait manier ses mots et ses intrigues pour qu'on arrive exactement là où elle souhaite. Je l'ai trouvé incroyable. Entre la mythologie égyptienne, entre la plume de l'autrice, entre ses idées, entre le personnage principal d'Inès qui est hyper déterminé à avoir les réponses à ses questions, qui en fait même des bêtises plus énormes qu'elle. J'ai trop hâte de lire la suite de ce livre-là. J'espère que ça va sortir vite chez Rajo parce que je suis trop hype à l'idée d'avoir la suite. C'était génialissime. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. Si vous aimez tout ce qui est mythologie égyptienne, si vous aimez les héroïnes déterminées, si vous aimez mener l'enquête, si vous aimez la magie, allez-y. S'il y a un petit point que je pense qu'on peut améliorer,
C'est la magie qui à peine effleurée dans ce tome. J'espère que ça sera au cœur du récit dans le second. Mais ça n'en reste pas moins un coup de cœur. J'ai trop aimé cette lecture et je veux trop lire la suite. Et on arrive à mon coup de cœur ultime. Tu vois, c'est le genre de coup de cœur où je suis quasiment certaine qu'il ne sera pas détrôné cette année. Vraiment, il m'a fait tout vivre. Et il est à la hauteur, tu vois, l'année dernière je pensais à Porcelaine sur l'héroïne que j'avais lu en début d'année et qui n'a jamais été détrôné l'année dernière. Le tome 1 de livre que je vais vous présenter était arrivé en seconde position et le tome 2 il est encore meilleur, enfin je peux pas vous décrire à quel point il m'a fait passer partout. C'est l'une des meilleures duologies de fantasy YA que j'ai lu et j'arrête de faire durer le suspense. C'est donc Conjuration de Bleu Nguyen, publié chez Naos. C'est l'un des rares livres que j'ai réellement annoté. Parce que quand je l'ai pris, je me suis dit je veux avoir le souvenir de ce que j'ai ressenti durant cette lecture. Donc j'ai fait avec les post-it que j'avais sous le bras. Donc il n'y a aucune unité de couleur. Enfin chaque couleur a son émotion associée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de jaune. Le bleu c'est associé à la tristesse et le jaune c'est associé aux surprises. Donc il y en a beaucoup. On va suivre Olivia dont le père a été tué devant elle et son royaume a été annexé. Elle vient donc vivre en tant qu'otage dans le royaume principal, dans l'Empire. Tout ce qu'elle souhaite, elle, c'est se venger. Et pour ça, elle va mener des alliances dans tous les sens et surtout, elle va épouser Caius qui est le petit frère de l'impératrice actuelle. C'est un livre d'où les personnages sont gris, clairement. Ils prennent pas de bonnes décisions, pas de mauvaises décisions. Il y a les deux, il n'y a pas d'ambivalence, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ils prennent des décisions justes. Il y a des retournements de situation dans tous les sens que je ne vois pas forcément venir, qui sont hyper bien ficelés parce que quand tu relis le livre, c'est incroyable. Et dans ce tome 2, il est complètement différent du premier, mais je l'ai trouvé sensationnel. Vraiment, il y a rien pour décrire à quel point ce livre m'a fait vibrer. Je l'ai pris dans la soirée, je l'ai terminé dans la nuit, je l'ai terminé à 4h01 exactement. J'étais bouleversée par cette lecture, j'ai fini en larmes, mais vraiment en larmes par cette fin que j'ai trouvée d'une beauté folle, mais surtout d'une justesse. Il y a une autre scène à l'intérieur qui vraiment c'est à égalité avec la fin, dont je ne peux pas vous en parler parce qu'il faut lire cette saga. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, il y a tout, il y a des émotions qui sont vraiment énormes, il y a des complots dans tous les sens, il y a des rebondissements, c'est incroyable. Voilà, je pense que c'est ma meilleure lecture de cette année, hein. On verra si elle arrive à être détrônée dans l'année, mais j'ai ressenti tellement d'émotions et j'ai fixé le plafond pendant 1 heure après. Je me suis couchée à 5h30 tellement j'étais bouleversée par ce que j'avais lu. J'avais besoin de faire le tri dans mes émotions et dans ce que j'avais ressenti et dans ce que j'avais pensé de ce livre, tellement il s'était passé beaucoup de choses. J'avais l'impression qu'on m'avait tué père et mère à un moment donné, et d'un côté j'étais triste, et après j'étais joie, et après j'étais attendrie. Et cette fin était incroyable. Voilà, si vous n'avez pas lu cette duologie, s'il vous plaît, allez la lire. Tous les avis du tome 1 que j'ai vu, ils étaient bons. Tous les avis du tome 2 que j'ai eu pour le moment, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti le 19 mars, ils étaient bons. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. C'est une maison d'édition indépendante avec lequel je suis partenaire. Donc là, c'est un service presse, mais ça n'entache en rien mon avis dessus. Je pense que ça se ressent dans le fait, dans la manière dont j'en parle. J'ai été bouleversée, voilà, par cette lecture. C'est incroyable. Voilà, s'il vous plaît, lisez-le. Venez m'en parler. Si vous lisez, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. N'hésitez pas. Je veux bien parler de ce livre tous les jours. Bref, on a fait le tour de ce mois sensationnel au niveau des lectures. Vous avez vu que sur 18 livres, j'ai peut-être 15 très bonnes lectures, dont 2 coups de cœur. C'est incroyable pour moi. Vraiment, j'ai tout dégommé ce mois-ci. C'était génial. Je suis hyper contente du mois qui vient de s'écouler. J'espère qu'Avril sera à la hauteur. Je suis pas sûre. Je pense pas que ce soit possible vu les dingueries que j'ai lues ce mois-ci. Mais c'était incroyable et je suis hyper contente d'avoir eu autant de coups de cœur. Moi qui ai vraiment galéré là ces derniers mois pour en avoir. Là vraiment, je suis sortie de là avec 2 lectures où je me suis dit putain, c'était génialissime. Bref, c'est bon, là ça j'ai trop blard à parler, j'arrive plus à parler d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous.